Ben, moi, je suis en Auvergne, un pays des volcans, comme on dit, quoi. Un terroir. Dans les années 50, c'est-à-dire avant la grande révolution des années 60, et qui est notre France, qu'on n'a pas connue, qu'on a oublié, je veux dire, où les prêtres ont des soutanes dans la rue, et c'est normal, où tu vas au patronage, où tu écoutes de la musique populaire comme Dario Moreno, Dalida aussi, Franck, enfin bon, tous les gens qui marchaient bien à l'époque. C'était avant le rock'n'roll, donc avant l'arrivée du rock'n'roll, il n'y avait pas de rock'n'roll encore. Moi, je suis un barge de littérature. Moi, je suis à l'école comme tout le monde, école communale, hein, mais je suis un barge. C'est l'arrivée des livres de poche déjà qui débarque. Et je passe mon temps, je bouquine tout. Je bouquine tout, et je suis un fou de bouquins, quoi. Et c'est une période pour moi, les années 50, de grande rêverie, soldats de plomb déjà, les figurines Starlux, petits soldats qu'on avait, faire des grandes batailles sur le plancher, tu vois. Et toujours relié à ce qui m'avait fait flasher quand j'étais ado, pré-ado même. C'est toute la culture de ces années-là, c'est-à-dire des romans de chevalerie, de KPDP, de western aussi, les films de guerre. Quoi. Ça, c'est une génération des 50, ça. Donc, une espèce de culte à la fois de l'héroïsme, du don de soi, un peu la vision par l'amour déjà, tu vois, dans la culture des 50. On nous apprenait à l'école les héros. L'école communale républicaine citoyenne, on nous apprenait le petit Barra, le mec coincé par des chouans qui crie « Vive la République !» Il a 12 ans, il s'est massacré. Il n'a jamais existé, je pense. Il y avait des symboles, des icônes dans les bouquins d'histoire de France, comme ça, mais on ne trouve plus maintenant. Et nous, on devait l'apprendre sérieusement, ça, tu vois, c'était des... Et on avait donc, il y a ce culte de... Tout ça, c'est la littérature, les Bob Moran, etc. Bon, moi je suis d'une famille, mon père bosse... un garage de bagnole, oui voilà, il y a un garage, oui, un bargeau de bagnole, quoi. Et ces années-là, années 50, quand j'y pense aujourd'hui, avec le recul, s'il n'y a pas de recul, on ne peut pas juger. C'est même pas un jugement, c'est pas vrai. C'est un peu l'âge d'or, où tout est calme, il y a moins de monde dans les rues, ce qui est vrai, il n'y a pas la vision exponentielle, il y a moins de monde dans les rues, c'est plus calme. Moi, je pouvais descendre devant chez moi, installer mes soldats dans la rue pour jouer. Il n'y a pas une bagnole qui me serait passée dessus. C'est un autre monde, comme un jardin avec les problèmes familiaux, évidemment. Bon, il n'y a pas que les bons côtés. Mais cette époque-là, je la retrouve. J'ai du mal à croire qu'elle a même existé. Comme elle a été occultée, balayée, bon, c'est plus... c'est très national terroir en plus, l'enracinement, etc. C'est pas à la mode actuellement. Et c'est le rock'n'roll qui a fait basculer tout ça. C'est une époque propre et bien rangée, on va dire, sur des rails, mais dans la tête des jeunes de l'époque, moi en tout cas, pas tous, pas mes potes, hein, dans le fond, c'est la littérature, c'est le fait d'entrer virtuellement dans une histoire et de m'y balader de façon vivante à l'intérieur avec les héros de l'histoire, d'y aller à fond en vrai, prendre les vraies émotions, les vraies blessures. C'est pas les vraies émotions, tu es dans ton lit en train de lire, en vérité, tu saignes pas. Mais bon, voilà. Et c'est pour ça que plus tard, quand le rock arrive, ce besoin de faire coïncider la légende et l'action, quelque part, moi, je pense à fond là-dedans. Parce qu'on a, là, on sort de chez soi, on va au combat, on va dire. On va au combat, quoi, c'est ça, quoi. Dans la rue, les bagarres urbaines dans les concerts, on va au combat, quoi. Alors qu'années 50, c'est une France chrétienne, moi, donc famille catholique. Alors j'étais abonné officiellement, obligatoirement, à des revues qui m'ont fait rêver, remarque, hein, comme Cœur Vaillant, avec la devise « À Cœur Vaillant, rien n'est possible ». C'est pour les jeunes, ça paraissait le jeudi, on n'avait pas l'école le jeudi, c'est pas le mercredi, c'était le jeudi. Il y avait des magazines comme Bayard. Alors regarde les titres, L'Intrépide, Bayard, Cœur Vaillant, les bandes dessinées de ces années-là. Avant qu'arrive, Pilote, Pilote c'est la révolution après, on bascule. C'est pas les mêmes héros à l'intérieur. Là on est dans une littérature vieille France, on va dire, avec ses héros, ses aventuriers. L'aventure aussi, l'explorateur, c'est à la mode aussi. Le mec qui cherche des cités perdues en Amérique du Sud, dans l'Amazonie, le mec qui se barre dans la jungle. Bon, ça, c'est des rêves d'enfance. Comme tout gosse, tu rêves sur des héros. Après, ça a été pour d'autres la guerre des étoiles. Bon, et moi, les années 50, c'est surtout le soleil et les grandes vacances qui duraient, on oubliait, 3 mois. On rentrait à l'école le 1er octobre. On avait juillet, août, septembre. 3 mois, mais c'est non-stop. Plein soleil, des jeux sans arrêt, l'aventure, cow-boy et des Indiens, bon, tout ça. Bon, c'est le besoin, encore une fois, quand je joue au cow-boy et aux Indiens quand j'étais dans ces années-là, c'est le besoin d'investir à fond le personnage, quoi. Voilà, comme dans un jeu de rôle, hein, mais à fond. On ne disait pas, je fais semblant d'être un cow-boy ou un Indien,
Je suis un cow-boy, je suis un indien. C'est l'identification complète au personnage. Et bon, bah, c'est arrivé du rêve, l'intensité du rêve, quoi, tu vois. Pour moi, c'est là mon rêve en plus. Hein, où on veut découvrir. Et alors, l'année 50, c'est la famille, l'école, la justice, la police, bien sûr, les fondamentaux de la société, quoi, contre lesquels, avec le rock'n'roll, ils peuvent devenir nos ennemis après. Il y a déjà une tension, mais bon, on te laisse lire, on ne m'a pas empêché de bouquiner dans ma chambre. Si, il y a une heure pour l'éteindre la lumière. Alors je disais qu'une lampe de poche sur les droits. Bon, moi je ne lâchais pas les bouquins sur les lampes de poche, je continuais. Mon père, éteins ta lumière. Bon, ça va, j'éteins. Bon. Non, je lâchais pas je m'endormais sur des bouquins de fatigue, sur des bouquins, je lisais. Plus bon qu'aujourd'hui, je suis blasé maintenant, mais la nouveauté du livre, la musique aussi. Pour dire la vérité, moi, années 50, moi j'adorais les chansons d'Alida, tu vois. Ben, j'avais 10 ans, 11 ans, elle parlait de romantisme, d'amour un peu à la Carmen, avec le sang sur la du sang sur le sable, tu vois, d'amour, bon, des émotions fortes. T'as 10 ans, t'as 11 ans, tu peux pas ne pas marcher. C'est pour ça quand cette nana plus tard meurt, années 80, je l'ai pas suivi, après je m'en fous. Mais le jour où elle meurt, c'est une part de mon enfance qui tombe en même temps. Et là, j'ai été chez elle, mais c'est une autre histoire à Montmartre, elle était morte, faire un truc, on ne pouvait pas la lâcher comme ça, Dalida. Ça a été une icône quand j'avais 10 ans, 11 ans, pour toute ma génération d'époque, mais pour moi aussi, gamin, on découvrait la radio, la TSF, les biopostes de radio, dans les 56, 57, 58. Et puis 60, c'est la déflagration du rock'n'roll en France, hein, les États-Unis bien avant. Avec des films comme West Side Story, La Fureur de Vivre, tout ça, et puis l'arrivée du rock, Elvis, bon, ça c'est le basculement. Mais années 50, c'est une société policée propre sur elle, on va dire, où rien ne doit déborder, on fait attention, le moindre scandale, oulala, qu'est-ce que tu as osé dire. Nos parents des années 50 s'asseyaient sur des chaises, tous. Jamais j'ai vu mes parents s'asseoir, comme nous plus tard, sur un divan ou sur un coussin par terre, tu vois, sur un coussin par terre. J'imagine pas mon père assis sur un coussin dans la salle à manger, tu vois. Non, toujours la chaise. T'as déjà cette rigueur comme ça de l'habitude qu'on a fait éclater dans les années 60 avec tout en ras du sol, hein, publié avec des pieds. C'est un basculement, c'est mine de rien, un peu le côté bohème dans la vie quotidienne. Moi, je l'avais, dans les années 50, je rêvais à ça. Je lisais Rimbaud déjà, bien sûr. Et ah oui, j'étais fasciné par les poètes. Mon rêve, c'était de vivre comme un poète, avec pain en poche sur les routes, bon, un rêve romantique, quoi. Musicalement, c'est en 60, pile, mais j'écoutais des gens en 59, on va pas rentrer dans les détails, c'est trop chiant, mais des spécialistes. T'avais les disques de Surboom qui sortaient à l'époque, des petits 33 tours, petit format, où t'avais dessus des cha-cha, des mambo, des passos, et puis t'avais au moins un rock pour danser, mais un rock bebop, quoi, pas le rock and roll Elvis, le rock, la danse. Donc t'avais déjà la danse, le bebop en quelque sorte, mais que ça s'appelait rock dans la musique Surboom. T'avais Elvis aux États-Unis déjà. Et mes parents achetaient Paris Match toutes les semaines. Et dans Match, moi qui lisais le bouquin derrière eux, le journal, il y avait quoi? Dans Match à l'époque déjà, des pages entières sur le phénomène d'Elvis Presley, Jamzine, couverture de Match en 59, Jamzine meurt en 55. Les médias en parlent déjà. Et moi, gamin, je découvre ça, et en même temps, le rock'n'roll débarque chez nous, c'est-à-dire Johnny, 60, et toute la génération qui va avec. Bon, on découvre avec un petit décalage le rock américain, mais c'est l'époque des bandes. En 60, c'est déjà pas 50 en France, 58, 59, c'est les Blousons Noirs. Les Blousons Noirs, c'est les Types Sauvages, le Brando, c'est d'autres films qu'on a oubliés. C'est des gangs de jeunes reliés, fédérés par la même musique, le rock'n'roll. Et le but, c'est quoi? C'est encore une fois d'être un héros de film avec la vie et la mort, avec les deux, la vie et la mort. Les héros, il n'y a pas de film sur le rock en 60. Si, il y avait. En 60, il y avait des films mythiques, il n'y a pas 50 films à voir pour nous, qu'on allait voir. Cinéma permanent à l'époque. Tu rentres au cinéma à 2h de l'après-midi, avec un billet, tu sortais le soir, tard, tu as vu 10 fois le film, tu as payé une seule place. Mais j'ai jamais compris à quel moment le cinéma permanent s'est arrêté en France. J'ai pas vu. Parce que maintenant, tu payes ta place et tu sors. Il y a bien un moment où ça a basculé, j'ai pas vu le changement. Donc c'est mieux les films qu'on allait voir non-stop, comme ça, comme cinéma permanent. West Side Story, quand écran couleur, t'imagines la claque, les gangs de West Side, La Fureur de Vivre, bien sûr, évidemment, Alice Dead avec James Dean, moins géant, James Dean toujours. Terrain vague de Carnet, sorti en 60 sur les Blousons Noirs, en pleine période. Les tricheurs, avec un peu décalé, mais les tricheurs, c'est Laurent Taziel. Et les westerns américains, les films de guerre, tout ça. Le western, à cause de la sape,
C'est la même sape qu'on avait au rock'n'roll, c'est-à-dire, il y avait une mode, hein, mine de rien, quoi, qui arrivait en France. On était minoritaire. Dans mon école, il y avait 300 élèves, on était 10 branchés rock'n'roll avec les sapes, je veux dire. C'est-à-dire les petites boots américaines, là, avec il y avait des flammes rouges dessus, je me rappelle. Ceinturon clouté. Alors, le ceinturon, t'achetais un gros ceinturon en cuir, avec la boucle, et tu le cloutais toi-même. On faisait des trous à l'intérieur, on mettait des rivets. Alors au marteau, comme les forgerons, on était plein de rivets sur le ceinturon partout. Donc ceinturon clouté, foulard, il y avait le foulard, mais foulard, pas le gros foulard, tout le petit foulard peint, mais négligé. Kirk Douglas dans les westerns, c'est un peu ça, tu vois. C'était tous les symboles rock'n'roll de l'époque qu'on le relevait. Ça vient le western aussi, du blouson ou de la chemise. Chemise ouverte avec le médaillon avec dessus Elvis, selon ce que tu aimais, Vince Taylor, Johnny, pourquoi pas. Autour du cou, il y avait le médaillon, peigne dans la poche, le couteau automatique. On n'a plus personne, mais voilà un couteau automatique. On avait vu ça dans la fureur des livres. Plac, ça s'ouvrait quand tu appuyais sur le bouton. Couteau automatique, les jeans délavés. Jeans délavés, ça n'existait pas, il n'y avait pas de jeans délavés à l'époque. C'est des jeans bleus, tu as acheté au surplus américain, bleu sombre. Ils se délavaient avec le temps, avec le lavage et le temps, le jeans se délavait. Nous, on le délavait en même pas une journée. C'est-à-dire brosse à chien dents, du sable, on frottait, bon, un peu de javel. Donc il était délavé où tu avais frotté. Il était délavé devant, sur les cuisses, sur les fesses. Là où tu n'étais pas frotté, il y avait encore du bleu. C'était les premiers jeans délavés, on les délavait à la main. Tu n'achetais pas de jeans délavés, ça n'existait pas. Donc jeans délavés, blousons, les chemises à pois noirs, chemises roses, les lavalières de cow-boy, selon les looks des mecs. Bon, look western et rebelle urbain en même temps, hérité des teenagers américains, quoi. Hein. Et des gangs de jeunes avec des rites de passage, mariage de sang, tatouage. Tatouage, moi j'avais 14 ans. 14 ans où on a pris l'encre de Chine, tu sais, le petit encre de Chine qui sert à faire des dessins à l'école, avec l'aiguille à coudre de ma mère, l'aiguille à coudre, la flasque de rhum parce qu'il n'y avait pas les carburants aussi pour ça brûle. L'électrophone qui passe l'après-midi, il n'y a personne chez moi, du rock sur l'électrophone, lettre ouverte, et on commence tous à se tatouer. Bon, c'est des conneries, c'est pas l'aiguille, tu vois, c'est. Chaque point fait un trait, quoi. Mais des conneries, je vois James Dean, là, Jimmy avec une faute, j'ai dit 2Y, tu vois. Va gommer après, tu vois, 0. Il y a une faute sur le mot, j'y crois pas. Là, c'est une étoile, NSLDM, née sur l'étoile du malheur. Bon, on va les croire à ça, l'étoile du malheur. Et là, j'ai un chapeau, j'ai pas fait plus, ça faisait mal. Je voulais faire le Capone, j'ai fait juste le chapeau. Il manque la suite du bonhomme. Alors bien sûr, il y a le mort aux vaches qui revient, c'était à la mode à l'époque, tu vois, tête de mort. Ça, c'était l'époque. Moi, j'avais 16 ans, 14 ans et tout, 14 ans et demi, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Pendant ces années-là, avant que les Beatles arrivent, on va dire, pour fixer la période, en France, c'est Johnny Hallyday, c'est Vince Taylor, les Chats Sauvages, Chaussettes Noires, les Pirates, tous ces groupes, Cochrane, Gilles Vincent, ils sont morts, mais pas Vincent, mais Cochrane. Et les concerts de rock, alors là, c'est la baston, c'est le boxon, c'est la merde, c'est les grenades lacrymo des flics avant 68, en 62 dans les concerts, putain. Et pas que dans les concerts, tu sors dehors, les abribus sont pétés, les vitrines défoncées, c'est grenades lacrymo dans les rues, c'est des mini 68 autour de la salle de concert. Parce qu'on écoutait Salut les copains à l'époque, ça durait une demi-heure à la radio, et les mecs titraient après les concerts Salut les voyous, bon c'était un peu référence du journaliste comme ça, parce qu'il y avait vachement de dégâts à chaque concert. Et les mecs sur scène, Johnny aussi et d'autres, hein, parce que bon, on prend Johnny Hallyday maintenant comme un espèce de gros chanteur ringard avec une voix, bon pourquoi pas, il est bon sur scène, mais faut pas oublier qu'il y avait 18 ans à l'époque, il fédérait toutes les bandes de blousons noirs, pas seulement, des petites minettes aussi, parce qu'il avait une belle gueule, qui rêvait sur les chansons romantiques de Johnny, sur les twists, tout ça, mais il y avait le rock. Et Johnny, d'abord pour voir les fringues, les photos de disques de l'époque, c'était vraiment. Et puis James Dean, pour lui, c'était l'icône. James Dean, pour nous, alors, s'il y a un dieu au-dessus de tous, pour nous, ben pour moi, je veux dire, plutôt, les autres, je ne sais pas, même au-dessus d'Elvis, au-dessus de tous ces groupes de rock, c'est James Dean, c'est l'icône parfaite. Le mec qui meurt à 24 ans dans sa Porsche, allumé par la fureur de vivre, c'est un archange, quoi. Il est rappelé par les dieux, quoi. Il fait ce qu'on a fait, personne n'a fait nous, c'est-à-dire mourir jeune. La phrase de James Dean, il revit et mourir jeune. Et moi j'ai plus. Alors quand la mort de James Dean, c'est en 55. Moi je te parle de 60, il est mort déjà. Mais c'est une icône pour nous. Et moi j'avais fait un hôtel chez moi dans ma piole, petite planche en bois collée au mur, avec un cadre de James Dean, des bougies, un rasoir, des rasoirs couteaux à l'ancienne de coiffeur, qui était normal à l'époque. Et puis l'électrophone, alors il est mort le 30 septembre à 6h moins le quart, 45. Donc ça va durer 2 ans.
6h45, 5 minutes avant, je mets la musique des films de James Dean. Il dit, c'est ses films, c'est sa vie. Et si j'avais improvisé ça dans ma piole fermée, il n'y a personne qui me regarde. C'est pas faire le con, c'était pour moi-même, c'est important, tu vois. Au moment où il meurt, je souffle les bougies, qui sont allumées près du cadre, j'ouvre le rasoir couteau, je m'entaille avec le sang, j'écris Jimmy sur le nom de ma piole, au-dessus de mon piole, où je dors, j'écris son regarde du Jimmy au sang, comme ça. Cette piole, on l'a plus, je n'ai plus cette maison. Mais pour moi, tu vois, c'était un rituel de magie de rouge, de sang, mais instinctif. C'était écrit nulle part, c'était moi qui l'avais décrété ainsi, pour entrer en communication forte avec un mec, mais qui m'arrachait des larmes au cinéma, sans déconner. Moi, j'ai fait une fugue pour pas que sur sa tombe. En Indiana, Indiana, c'est... Oui, dans l'Indiana, t'es américain. J'ai pas fait beaucoup, j'ai fait 40 bornes. J'ai même pas fait de stop, je partais à pied, tu vois. J'avais lâché l'école, j'avais 15 ans, je mets des P4, j'avais plein de paquets de P4 dans les poches, des paquets de 4 clopes, 18 centimes le paquet. Ça coûtait rien, c'est dégueulasse comme cigarette, mais ça coûtait pas cher. Et mon père était flic, m'ont retrouvé, parce que j'avais écrit une lettre au flic avant de partir. Il m'avait arrêté pour autre chose avant, bon, peu importe. Bon. Disons que bon, moi j'ai eu des emmerdes dans ces années-là. On était en bande en Auvergne, dans cette ville. Il y a eu plusieurs histoires, dont une, entre autres, où je joue un couteau automatique dans la rue devant quelqu'un. En gros, il y a eu la presse de l'époque, il y a même la presse nationale qui en a parlé aussi. J'ai regardé l'article, Paris Presse intransigeant, j'avais 15 ans, j'y crois pas. On était bourrés dans la rue, il y a un groupe de nanas qui rentrent de l'école comme ça sur le trottoir, avec des moniteurs, monitrices qui encadrent, quoi. Et nous on fait des cons derrière le groupe, avec des bouteilles, on fait des cons, avec un argot mélangé. L'argot des années rock, c'est un mélange de manouche et d'argot. On n'entend plus ça aujourd'hui, je veux dire. Je dis pas à un mec, par exemple, parle des années rock. Hein. Ah, tu me prises le fourgon, ça veut rien dire aujourd'hui, une phrase pareille. Ou bien, ça chiale de la mort, ça veut rien dire. Mais c'était des trucs précis, tu vois. Alors on déconnait derrière une nana un peu orgiaque, derrière en parole, en déconnant. Puis une monitrice qui vient mettre le calme. Alors comme un con, moi je chante tout le jour. Et je lui dis, tu es une coupe au bol, tu fais la nana. Les nanas, elles partent en courant, elles se pètent la gueule en courant. Une s'est blessée, alors ils ont d'après le canard, incapacité, je sais pas, bon, bah, basta. On rentre dans l'école au forcing, chez la vélo, tout ça, on fait le gros cinéma violent. On force les portes de l'école, les filles, on rentre dans le couloir, coup de tatane dans les meubles, dans le hall. Bon, ils ont barricadé, deuxième entrée, on est dans l'école déjà. Puis on a arrêté, on est ressorti. Tu parles, les flics, c'était rapide. Même pas un quart d'heure, on était sur le boulevard, on retrouvait le couteau, il est sorti sur moi, évidemment, parce que c'était il y en avait un qui avait un couteau, c'était moi, qui l'avait ouvert. Donc dans la presse, cet article était sorti à l'époque, et ce flic, quand je pars après sur de James Dean, je fais une fugue, en gros, je fais une lettre au flic qui m'avait arrêté à l'époque. Je lui ai expliqué pourquoi j'aime James Dean et pourquoi je pars sur sa tombe. Voilà, j'écris tout, j'envoie la lettre. Et c'est lui, mon père, bon, il me retrouve à la gare où un forain voulait m'embarquer dans un cirque pour bosser. J'étais ado, moi, peut-être un pédophile, j'en sais rien, mais moi je savais pas, tu vois, je parlais avec le mec. Jusqu'à un flic et mon père débarque dans le hall, puisque le mec a eu peur, le forain, il dit non, donc il n'est pas la conscience tranquille. En gros, le flic dans la bagnole en me ramenant me dit, l'inspecteur de police, j'ai lu ta lettre, elle est superbe, tu fais plus le con, à 18 ans je te fais rentrer comme journaliste à la montagne, journal du coin, tu vois. Mais j'ai refait le con, mais il m'avait à la bonne. J'allais tous les dimanches matin chez ce flic, tu vois, il me brossait chez lui, un flic un peu lettré, tu vois, pas con, psychologue. Et ça me faisait penser à La Fureur de vivre, ce rapport de l'acteur James Dean dans le film avec le flic du film. C'est pas voulu, mais c'est bien tombé. En même temps, ça me rehaussait, comment dire, non pas dans le rôle qu'il croyait me donner lui de repenti, mais dans le rôle de rebelle plutôt, tu vois, m'apparence au film. Bon, ça c'est les années plus ou noires, c'est aussi les années où il n'y a pas la non-violence, le pacifisme qui arrive après. Il y a la guerre d'Algérie à l'époque. Hein. On a des grands, comme on dit, dans les bandes qui ont 18 ans, ils partent à l'armée, ouais. Et il y avait un pote qui était, donc il était en uniforme. Alors, l'uniforme, ça gênait pas à l'époque. Johnny, Elvis, ils se présentaient en uniforme militaire, ça cochait le disque, on disait pas, ah, il a un uniforme. C'était normal à cette époque-là. Mais au contraire, on le montrait. C'était marrant. Après, non, c'est le contraire. Donc, ce mec arrive en perme, il y avait une BSA, une énorme moto, on avait des 50 mm cubes carénés, des Flandriards, on avait 15-16 ans, lui était plus âgé. Il revient d'Algérie, donc, et sur sa BSA, c'était un truc de fou. Sur la fourche avant de la moto, il y avait un crâne qu'il avait monté, emboîté dans la fourche, comme ça, il avait bien ciré, bien briqué le crâne. Il m'explique que c'est un crâne qu'il a ramené de là-bas,
trouvé dans un charnier, donc un crâne, comme on disait à l'époque, de Pélouse, de la gare. Maintenant, un truc comme ça, tu tombes sous le coup de la loi, je pense. Hein. C'était... Alors, pour te dire, une société à la fois policée dans ces années-là, et en même temps liberticide sur plein d'autres trucs qu'elle ne concernait pas, en gros. Donc, je monte avec ce mec sur sa moto, on va faire un tour en bécane. Putain, mais savoir qu'il y avait ce mort à l'avant, cette tête comme ça, sur la fourche avant, qui chargeait la cour comme un char de guerre, tu vois. Puis le mec, bon, plus âgé que nous, c'était des idoles, les grands pour nous, on était des gosses de côté. Et ce truc sur la route, avec ce crâne devant, moi, je n'oublierai pas, c'est des trucs forts qui m'ont... Alors, tu ne peux pas raconter ça à tes parents, tu ne peux pas, ça n'irait pas. Mais pour soi-même, c'est des émotions comme l'alcool en même temps, ça va avec le rock. Hein. L'alcool, c'est le moment, ces années-là où on commence à être bourré tous les week-ends, en gros, quoi. Voilà, c'est normal. Hein. Et c'est qu'après, dans les années 60 bon, les Beatles sont arrivés, ils ont coûté un peu la merde, mais bien, c'est sympa ce qu'ils faisaient, mais après arrive avec Dylan, etc., une musique contestataire, consciemment contestataire, intellectuelle, on va dire, dans le bon sens, j'entends. Hein. C'est-à-dire d'un coup, moi je vois que mes références, Rimbaud, tout ça que j'aimais bien avant, qui ne collaient pas avec le rock, mes potes rock'n'roll, vous en noir, ils ne lisaient pas de bouquins, à part des polars, séries noires. Ils n'allaient pas lire Rimbaud, ça va la tête. Moi j'étais un ovni à part, tu vois. Et d'un coup, je trouvais, le rock bifurquait, dit l'anecdote, et voilà que Rimbaud se retrouve dans cette culture, Rimbaud et la poésie, la littérature, Underground, tout ça qui arrive. Et moi, alors, plutôt que partir à Paris, c'était Paris mon truc, pour retrouver les bandes de la Bastille, de Saint-Germain et les bandes de Paris, moi je pars à Paris, je suis de fugue encore, mais Paris ce coup-ci, ben, rejoindre qui? Ben, les premiers mecs qui font la route déjà, les Beatniks à l'époque, en 65, on m'emmène par hasard chez eux en vérité. Moi je suis à Saint-Germain-des-Prés en vérité, naïvement. Saint-Germain-des-Prés, le quartier des poètes, de la littérature, moi je ne connaissais pas Paris. J'arrive à Saint-Germain-des-Prés, je suis en fugue, j'ai un peu de sous sur moi, je couche à l'hôtel donc. Et je connais personne à Paris. Qu'est-ce que je fais? Ben, je me fous de la gueule. Et puis là, le soir à Saint-Germain, je traîne bourré en gueulant des conneries, en essayant de me faire remarquer par des gens que je croyais des phrases de Sartre. Je sors des phrases de Sartre bourré, comme ça je gueule et tout. Puis il y a personne qui me dit « Ah ouais, c'est génial ton truc, tu vois », les gens y passent. Ben, enfin, je suis tombé sur des mecs, un Black, Jackson et un son pote, qui m'ont eu à la bonne, parce que je faisais trop le con dans la rue, ça les amusait. Et ils m'ont embarqué rue de la Huchette chez Papa. Et là, je découvre un petit café, comme un café de province, rue de la Huchette, au début de la rue, à droite quand tu arrives, ça n'existe plus. 3 marches, tu descends, et là, t'as les Beatniks. Il y a des mecs qui font la route, sac à dos, qui disent Kerouac. Dans l'arrière-salle du café, tous les sacs à dos qui sont entassés, avec pas des slogans, des graffitis sur les murs. Mais, alors, le signe de la paix, déjà, t'as le signe de la paix, c'est 65. C'est-à-dire, t'as déjà le Newport Festival, avec Tom Paxton, Dylan, les mouvements contestataires, protestants, qui est vachement. Donovan, putain, les mecs assis sur le bord de la rue de la Huchette avec sa guitare, cheveux longs, chantant le Colors de Donovan, c'est pas le rock'n'roll, mais putain, c'est la route, c'est le plein soleil, c'est le nomadisme, c'est l'aventure, c'est une superbe aventure. Je bifurque d'un coup, j'aime toujours le rock est toujours là dehors, Dylan, il chante du rock aussi, c'est une autre forme en quelque sorte. Et là, c'est la route, sac à dos, alors. C'est-à-dire le nomadisme, fugue d'abord, alors fugue, ça veut dire que tu t'es rattrapé après, bon, après quand tu as 18 ans majeur, là, c'est plus la fugue, j'ai le droit de partir. Et bon, bah, c'est des bourlingues déjà sur le carnaval de Nice, on descendait tous, les Beatniks de la rue de la Huchette. Rendez-vous au carnaval de Nice, c'était le QG. Alors on partait en stop dans tous les coins de sortie de Paris, c'était parti pour le carnaval. Rendez-vous chez Maggie dans le Vieux-Nice. Alors c'est pas. T'as mis des lieux partout quand t'as dit un hôtel à Istanbul, pour les mecs qui faisaient la route, et bien à Nice t'avais chez Maggie. C'est le seul coin de Nice où il y avait les Beatniks qui se réunissaient. T'allais chez Maggie, t'avais des Beatniks à toutes les tables. Des mecs en instance de voyage, qui passaient, qui revenaient, c'était le QG. Toujours t'avais des QG. Alors on dormait à Nice sous la promenade des Anglais, dessous. Tu peux passer dessous, tu sais. Et c'est les clodos de Nice qui nous amenaient des alors c'est maintenant je ne le bouffe plus, je me rappellerai de grandes salles de pâté croûte, je ne sais pas où vous avez piqué ça, c'est des restes dans un restaurant, c'est rien. Où il y a des feux, etc. Tu vois, c'était super. Mais au bout d'un moment, les flics à Nice, au carnaval, ils nous laissaient nous installer sur la plage. On était 20, 30. Quand tu arrives à une centaine de mecs, cheveux longs, avec les sacs à dos, les flics là, ils arrivaient avec les cars, ils commençaient le ramassage. Pour que ce soit propre pour les touristes, en gros, c'était mieux. C'est-à-dire, c'était tout simple, t'as de l'argent sur toi. À l'époque, il fallait avoir, alors je ne sais plus si c'était 10 ou 20 francs, sinon tu tombais pour vagabondage. C'était l'argument. T'as pas de fric, bon. Faut qu'à 6 heures, vous ayez quitté la ville. Alors, avant 6 heures, tous les mecs qui faisaient du stop en dehors de Nice, qu'encombraient partout pour se barrer. Moi, ils m'ont arrêté à Nice, les flics sur la plage, j'avais pas de chaussures, j'étais pieds nus.
c'est bon, c'est du sable, j'étais pieds nus, les petits qui m'embarquent avec les autres. Et moi, je dis, attendez, ils vont pas me faire prendre mes godasses. Et je me revois à Nice, je sais pas, le truc que j'ai des flics, c'était des tapis rouges, là. Je suis pieds nus là-dessus, je trouve ça rigolo, quoi. Je suis pieds nus. Mes godasses, ils ne vont même pas me laisser les reprendre. Bon, ça, c'était l'époque vagabondage, où toute cette génération. Alors, cette génération, elle découvre les drogues en même temps, quoi. Moi, je découvre le shit en 65 rue de la Huchette, le H, on ne disait pas le shit. Ça se vendait par cube. On appelait ça un becu en verlan. Il y avait déjà le verlan à l'époque. Et ça coûtait quoi? 5 nouveaux francs, c'était des cubes de shit, quoi, des cubes. Par cube, ça se vendait. Pas par barrette, mais c'était des cubes. Sauf que tu prends des grosses quantités, j'imagine. Et l'herbe aussi, alors les amphés, Maxiton, des trucs qui n'existent plus comme le Coridrane, la Tinortine, des trucs comme ça, on ne peut plus. Ramassis, libre en ramassis. Donc pas dormir de la nuit, Maxiton écrire des poèmes toute la nuit, s'endormir, éclairé par des bougies. Bon. Ça c'est l'ambiance piole, bohème, beatnik, c'est à cette époque-là. C'est un peu avant que les hippies débarquent dans le courant, quoi, avec leurs valeurs, leurs fringues. Parce que les fringues de beatnik à l'époque, si on parle de mode, c'était le jean, c'est du rock, coq avec des petites particularités. Moi, le jean, dès la veille, de l'époque rock, j'avais frangé aux ciseaux en bas. Alors t'avais les franges en bas, quoi, voilà. C'est le côté un peu plus beatnik et moins rock'n'roll, tu vois, bon. La parka, pourquoi une parka? Bon, c'était comme ça. On l'achetait au marché aux puces, qui est en cours. Les parkas kaki, tu sais, avec des trucs dans le dos. J'avais un pote qui avait pas de Baudelaire dans le dos, moi j'avais ban the bomb contre les bombes, quoi. C'était des slogans à la mode à l'époque. Parka, cheveux longs, sac à dos, bon, obligatoire le sac à dos, couche en ville, quoi, le sac à dos, c'est pour tout ton matériel est dedans. Et les lieux pour dormir à Paris, alors le Vergalan, QG des Beatniks, le Vergalan, dans le quartier latin. Et on avait trouvé un truc, nous on dormait place de la Concorde, au milieu de la place. Tu as des statues, sous chaque statue, tu as un petit cagibi avec une porte. On avait forcé le verrou, il y avait dedans des pelles, des conneries d'ouvriers. On dormait là-dedans, à côté du Criton, qui n'a pas du Criton, du Crillon, qui est à côté, ouais. Juste devant le Crillon. Le matin, on se levait, il y avait plein soleil, t'as un petit paru autour de la statue. On secouait nos couvertures de sac de couchage, les bagnoles qui passent autour, t'as le grand tonnel Crillon juste à côté. Il y avait des planques, il y avait déjà des squats, le mot n'existait pas, mais il y avait des squats, il y avait des carmes à Paris aussi. On avait du feu dans la cour. Et moi, alors les flics faisaient des descentes. C'est marrant. C'est une époque. Bon, la drogue, les dopes n'étaient pas à la mode non plus. Ils ne cherchaient pas spécialement ça à tout prix. Tu pouvais fumer, c'était interdit. Bon, on disait, il n'y a pas la recherche. Ils cherchaient de tout côté running, les fugueurs, quoi, tous les mineurs, entre autres. Il y avait pas mal de mineurs, de fugues. Et il y avait des descentes une fois par jour, en gros, chez Papa, rue de la Huchette, papier, bon, etc. Après, ils nous lâchaient. Tu avais le quart des Bleus qui nous montait à Beaujon souvent pour la douche. Le quart s'appelait les Bleus. Tu vois ce que je veux dire comme quart? Excuse-moi, c'est le quart qui ramasse le clochard à Paris. Et ben là, maintenant, il était, à cette époque-là, il était aussi pour les beatniks. De temps en temps, quand on avait le quart bleu, on se barrait, tu vois, le quart des Bleus. On les appelait les Bleus, ils étaient en bleu, les mecs, toi. Ils te montaient à Beaujon, la douce hygiénique, ils te relâchaient après, avec les clodos. On allait bouffer à la soupe populaire à Saint-Séverin, dans la petite cour à côté d'église. Il y avait même un club de jazz en dessous, on allait écouter de la musique. Et c'est là, pour la première fois, j'ai vu des mecs, moi je débarquais, j'étais quoi cette génération? Des mecs allumés, putain, ce mec avait son bol de soupe et son pain de la soupe populaire, un mec qui faisait la route, un beatnik. Il regardait l'arbre qui était au-dessus, il fixait une branche et des yeux, il était fixé dessus, quoi. Et la phrase qui m'avait marqué disait, en regardant la branche, tu peux me dire pourquoi elle tombe pas? Il était en plein dedans, et moi je me suis dit, quel trip il est le mec, pour parler comme ça. Et après j'ai compris toutes ces nuances dans le cerveau, tu vois, côté mutation, on va dire. Et je suis rentré à fond là-dedans. Au début, je l'appelais des arsenites. Tu tombes sur des mecs qui ont un discours de presque d'asile psychiatrique, mais extatique et visionnaire en même temps. Il n'y a pas que là, il y a des docs, bien sûr, qui ont pas mal joué là-dedans. Et on allait écouter de la musique Johnny Hooker à l'auditorium qui était rue du Dragon à Paris. C'était aussi un des lieux où on se réunissait à ce moment-là. Puis on passait la nuit dans les boîtes à la Bohème, à Montparnasse, c'était la Bohème, une boîte, tu pouvais rentrer dans la boîte et passer la nuit au matin, tu dormais pas de dormir, donc, puis au matin, bon, faut pas filer au petit matin, pas les émerder pour dormir la nuit, quoi. Pareil sur la route, à Lyon, tu avais un QG, aussi en France, toutes les villes avaient des QG comme ça, les grandes villes, Marseille, vous voyez des petites marines à Marseille, t'avais des chics dans le quartier noir, et puis à l'étranger, pareil, dans toutes les villes où tu allais, tu avais le Paradisio Amsterdam,
le Grand Hôtel à Delhi, le Grand Hôtel à Istanbul. Alors ça c'est la génération beatnik sur laquelle se grève très vite le courant américain hippies, californien, l'été 66. Et moi, facilement, je bascule là-dedans aussi, la mystique, découverte, recherche de Dieu, on va dire, d'autres mondes, de dimensions parallèles, peu importe les formes que ça peut prendre. Je suis rentré à fond dans ce trip. Moi, je suis parti du rock urbain ado, Elvis, et je suis arrivé par des méandres à un truc qui me pondait dans le fond, c'est-à-dire une recherche plus intérieure à travers le rock'n'roll, tout le côté allemand. Et ouais, bon, l'époque hippie, c'est l'époque des communautés. En France, ça fait un peu Ardèche, Larzac. Ça n'a pas la même importance que ça a eu en Californie ou même à Amsterdam, en Angleterre aussi. La France, c'est le côté gardien de chèvre un peu qui s'est ajouté très vite. Et plus le côté mutant, visionnaire, à la recherche du passage dimensionnel. Et toutes les musiques parlaient de ça. Tu écoutais Pink Floyd. Il y a des musiques qu'on écoutait, autant le rock'n'roll avant, tu avais les jukebox pour le rock, années 60, époque d'Elvis, les gros jukebox dans les bars, qui mettaient un morceau d'Elvis ou de Johnny, un franc, pas, je sais pas, B4, n'importe quoi, pas. La musique sort, elle sortait vachement fort. Le patron, il disait, d'abord c'est lui qui avait réglé le volume, le patron du bar. C'était comme ça, c'était normal. Tout le monde entendait ta chanson. Après, années 70, les jukebox étaient des jukebox muraux pour 400 personnes. Tu avais médium, tu pouvais diminuer le son. Et maintenant, il n'y a plus de jukebox, ils ont disparu, il n'y en a plus un. Il n'y en a plus dans les bars. Quoi. Donc, cette époque, ouais, on est passé. Ouais, c'est vrai que le jukebox, c'était la révolution du début des années 60. Et dans le fond, moi, je vis comme j'ai toujours rêvé d'être quand j'étais ado, comme un poète, sur les routes, Rimbaud, je voulais faire ça, moi. Pas de fric, une piole sous les toits, vivre de bohème, ça c'est un rêve d'ado, hein. La réalité n'est pas la même après, tu rigoles. Mais bon, dans ces années-là, il y a la ferveur, on y croit, puis il y a une génération en mouvement, c'est ça qui est génial, pas tout seul. Tu as des QG, des endroits où tu peux rencontrer plein de gens du même esprit plus ou moins, tu avais même les... Et en même temps arrive la période psychédélique, c'est-à-dire les drogues hallucinogènes, le LSD, bon, en 66, 67. Et j'apprends que Jean Delay, professeur, fait des recherches à Sainte-Anne sur l'acide, et qu'il utilise la dose homéopathique, ils en parlent dans les canards d'époque, sur certaines maladies, pour la schizophrénie, tu vois. Moi, qu'est-ce que je fais? Moi, il n'y a pas eu de suite, il a dû me prendre pour un margeau, j'ai écrit à Jean Delay pour être cobaye, quoi. Le contrôle médical, je ne sais pas grand-chose, je pensais. Il n'y a pas eu de réponse. Mais j'aurais bien voulu tester les produits sous contrôle médical, c'est-à-dire gratuitement en plus. Et puis, moi j'ai eu une période à cette époque aussi dure quand même, où j'ai touché à l'héros, à la poudre, pendant 1 an. Pas en fixe, moi jamais je me suis fixé, j'ai eu des potes qui faisaient des piqûres et tout. Moi, j'aime pas les seringues en plus, bon, c'était toujours un sniff, avec ma nana à l'époque. Et j'ai fait une cure pour m'en sortir. J'ai fait une cure volontaire, je suis frappé à l'hôpital parce que j'en avais ras-le-bol, tu peux pas vivre. Le manque c'est intenable, j'ai froid dans les os en plein soleil, des glaires, j'étais mal, mais mal. C'est une horreur. Mais je reconnais que quand tu as pris de la poudre, un pote me disait c'est mieux qu'une femme. C'est vrai. Ça te remplit complètement tous tes manques, tu n'as pas une fissure en toi, pas un problème, rien. Tout est une espèce de béatitude complète du corps et de l'esprit au même moment, tout est lié, tout est synchro. T'imagines? Quand tu en manques, c'est plutôt le bordel, c'est l'apocalypse dans partout, le contraire. Et tu reprends rien, pas. Mais j'y crois pas, des trucs magiques comme ça, mais dangereux, mais je connais plein. Ma génération, j'ai plein d'amis qui sont morts à cause des dopes. Donc, héroïne pas seulement, j'ai un ami qui est à cause de l'acide, qui s'est fait brûler par le feu comme un bonze, en 70, d'Aden, un de mes meilleurs amis. Il s'est assis en tailleur dans un mairie de Chamalières, là où est Giscard, Chamalières, sous, d'après les canards qui à l'époque relataient le fait divers, la tour des amoureux, on appelait comme ça une tour en ruine pour les touristes, etc. Il s'est assis en tailleur avec de l'encens autour de lui, des fétiches bouilliques par des dindes, tu vois. 2 litres d'essence, il s'est arrosé, 2 litres c'est pas beaucoup, bah bon je sais pas, il a craqué d'allumettes. Il s'est levé d'un bond évidemment, il apparaissait assis comme les bons. Les bonzes, rappelle-toi, excuse-moi, les bonzes dans ces années-là, je me souviens très bien des images, contre la guerre du Vietnam, se mettait en flamme quoi, dans la rue, assis en méditation comme ça, le corps bougeait pas. Le mec il brûlait, et tu voyais le mec, il était... On a vu les films, on a vu des images. Mon pote lui s'est levé d'un bond en hurlant, bon c'est pas le cas. Des gens au rez-de-chaussée qui bouffaient, c'était à midi.
l'ont vu passer torche vivante, quoi, après les flics. Il est mort 2 jours après, il n'est pas mort le jour même, tu vois. Il était noirci, carbonisé, il ne voyait plus rien. Et donc il m'a écrit une lettre avant son acte, que j'ai toujours. On avait fait un groupe qui s'appelait les Fils du Feu en plus. C'est un truc de fou, tu vois, qu'on avait appelé les Fils du Feu à l'époque. Et dans la lettre, il me dit, frère brûlant, pluriel, virgule, que, alors les mots je ne sais plus, mais c'est, si, vaguement, les phrases, c'est plus rien ne compte pour moi sur terre, tout n'est que pulsion risible, je sens le grand vent d'éternité qui s'ouvre dans ma tête, enfin, des choses comme ça, tu vois. Il avait pris un putain de recul par rapport à la matière, à tout, à la vie. Il a pensé, lui, qu'il changeait de plan. Hein. Il ne pensait pas qu'il y avait la douleur, le hurlement, et puis je sais pas dans sa tête comment il est mort. Bon, ça c'est un exemple un peu visuel fort, mais pas plus que le mec. Moi j'ai un pote qui, bon, bah, lui c'est des enlevés, il est parti avec plusieurs tubes dans sa poche. Mourir au fond des bois, pas qu'on le retrouve. Quand tu vas mourir au fond des bois, c'est que t'as pas qu'on te retrouve, tu vois. On te retrouve mort, quoi. T'es pas sauvé. D'autres, c'est l'overdose, bon, ça c'est classique. Un mec, c'est la roulette russe. Il était bourré, enfin, bon, des mecs 20 ans, 18 ans, des morts, j'en ai vu plein de morts de ma génération. Moi j'ai eu du pot parce qu'à chaque fois, j'ai un instinct qui fait que quand je sens que ça va déconner, ben, j'ai l'impression, je relâche la machine, tu vois. Les enfants attendent quand tu as ton cœur qui bat dans tes oreilles, que tu l'entends battre dans tes oreilles, le cœur, tu peux même pas l'entendre, il va s'arrêter quand là, je ne plus jamais, j'ai trop peur. La poudre, pareil, à part fumer, l'acide, pareil. Moi, l'acide, c'est un truc terrifiant, le dernier que j'ai pris il y a longtemps, mais terrifiant, jamais plus j'ai touché depuis. Mais terrifiant, la mort c'est rien à côté. Imagine que tu aies une angoisse terrifiante, hein. Une angoisse qui durerait, tu as cette sensation que tu as d'un coup, qui durerait l'éternité, tu vois, qui remplit tout. Tu te dis, d'instinct comme ça, je vais me tuer pour éteindre ce feu, quoi. Et d'instinct, tu vois aussi, quand te tuant, tu gommes ton corps simplement. L'angoisse, ça ne bouge pas. T'imagines, c'est pire que la mort, c'est terrifiant. Alors il a fallu des piqûres d'équanine pour me faire redescendre, j'ai tout vu. Je suis redescendu, et après, rien, simplement à sentir de la fumée dessus, tu repartais en trip, hein, pas duré longtemps. Hein. Pendant longtemps, j'étais dans la pathologie des retours d'acide, quoi. J'ai trop eu peur. Avant, j'en prenais sans qu'il y ait trop, il n'y a pas de problème, il y a une bad trip, mais pas comme ça. Bah, il faut dire que là, la vérité, on en avait pris, c'était 2, puisque le premier n'est pas monté, si, mais pas comme moi, enfin bon. 20 minutes après, ah tiens, ça fait rien, on prend un deuxième. En gros, ils ont monté tous les deux, quoi. Et, dédoublement de personnalité, une partie de toi qui est délirante, et une partie rationnelle qui souffre et qui essaie de retenir l'autre, combat du double. Quand je vais à l'hôpital, dans la rue, je descends, j'ai pensé d'acide, dans la rue à Marseille. Je marche dans la rue à Marseille, mais il y a une partie de moi magnétique qui m'aspire sur les bagnoles, mais jouissive, j'y vais sur les bagnoles, elle m'aspire. Et l'autre partie quand le taxi que je prends, c'est la partie raisonnable qui a pu dire au taxi, hôpital de, je ne sais plus quel était le nom de l'hôpital. Il m'emmène le gars, il m'a dit, donc j'étais normal pour lui. Au feu rouge, putain, un feu rouge qui dure 1000 ans, un feu rouge qui dure 1000 ans, j'y crois pas, terrifiant, tout est possible, c'est trop long, il passe jamais au vert. Dans ce taxi, peut-être, tu vois, bon, l'hôpital, on m'a fait redescendre, le taxi, je le laisse en bas, je monte à l'hôpital, et j'ai pu dire au taxi que je revenais. Il m'a fait confiance, tu te rends compte, il m'a attendu. Si bien qu'après que les toubiques qui ont fait une piqûre et tout, je suis encore sous acide, à un moment, il y a un toubique qui vient voir et qui me dit, il y a votre taxi qui veut vous voir. Parce que le mec, à un moment, qui l'attend. Il était remonté, il était monté à l'hôpital. Alors, d'instinct, j'ai vu le mec rentrer dans la chambre, je suis votre taxi, et me dire simplement, d'un ton un peu agressif, ce qu'il pensait, sous acide. Putain, non, je veux pas qu'il rentre, Ça aurait été terrifiant, c'était pire que on aurait pu se tuer, tu vois. Enfin, il fallait pas que je le voie à tout prix, tu vois. Donc ça, c'était final, ça, avec l'acide. Donc cette génération, elle a à la fois connu, elle a à la fois recherché. Tu sais, on lisait les paradis artificiels de Baudelaire, comme une bande dessinée, comme Hollywood, quoi, comme Disney, je veux dire. Les images des mecs défoncés à qui vous manger du shit. C'était passionnant, les aventures qu'ils vivaient, de leur vision. Ce qu'on ne savait pas, qu'il explique mal Baudelaire dans son bouquin, c'est que les visions que tu as sous hallucinogène sont reliées à ton corps organiquement. Ça veut dire que tu les prends dans le corps, ça veut dire que... Moi, je me souviens d'une couleur qui balayait l'espace, une couleur orange. Quand la couleur montait, visuellement je la voyais, hein, mon corps suivait le mouvement, j'étais en pleine... Et quand la couleur diminuait, parce qu'elle allait disparaître, et une autre couleur allait venir, c'est comme ça que ça s'est passé, tu vois. Quand la couleur diminuait,
il restait presque plus rien, j'allais crever en vrai. Arrivé à là, j'étais avec d'autres gens, alors je visais la salle de bain pour aller mourir dans la salle de bain. Mais j'ai même pas tendance dans la salle de bain, une autre couleur venait derrière. Je suis passé par des horreurs avec ce balayage de couleurs pour dire que c'est pas que des couleurs qu'on regarde, elles sont reliées à ton corps. C'est ça l'horreur de ce voyage aussi, c'est que peut-être pas pour tout le monde. Moi, il y a aussi la mort de ma mère en accident de bagnole à la fin des années rock, plein de trucs qui m'ont meurtri la gueule. Sous acide, ça remonte tout ça, tu vois. C'est vachement dur. Moi, j'arrive pas à contrôler un acide. Un acide puissant, je ne le contrôle pas. Quand tu te dis après que la prochaine fois que tu en prendras, et donc j'en ai plus repris, mais l'idée, je vais cacher les couteaux de la cuisine, c'est qu'il ne m'appelait pas plus con comme phrase. C'est-à-dire que si tu vas cacher les couteaux de la cuisine, prends un truc, tu penseras qu'à ça, à la cachette où sont les couteaux, tu vois. C'est l'obsession, après tu n'oublieras pas. Non, parce que j'avais besoin aussi de prendre une arme, tu vois, sous acide. Parfois, pas tout le temps. J'ai des moments rigolos, mais donc les expériences extrêmes comme ça, toute cette génération, ça a fait en sorte que on est des mutants, c'est ça. Moi, j'ai pensé ça hein, depuis les années rock. On est des mutants, sacrifiés évidemment. On n'est pas à notre place aujourd'hui, même avant. Sacrifiés, mais pour demain. Mutation d'esprit, de la conscience, des perceptions, un peu Matrix, à part qu'on n'avait pas le numérique à l'époque, tout le matériel branché les portes. Quoi. Les Fils du Feu, c'était dans la mouvance des communautés californiennes, on voulait faire la même chose ici. On est formé ce groupe Les Fils du Feu, basé sur l'ésotérisme, c'est-à-dire sur une connaissance secrète. Je ne vais pas entrer dans les délires, mais de l'époque. J'ai fait une brochure, ça s'appelait Les Fils du Feu à l'époque, payée moi-même, hein, brochure. 1000 exemplaires. Et dans la rue, donc, j'avais le crâne rasé, il y avait un bâton, j'avais tout habillé en blanc, et puis Marseille ou ailleurs, sur la Canebière, tout ça, bon, je me posais, et puis je promotionnais ma revue, mon discours, pour aller plus fort que ça, me prenait pour un prophète, il fallait que je parle dans la rue, c'était mon trip. Le crâne rasé, c'est pour ça, et le bâton aussi, tu vois, c'est dans le trip prophétique, et prophétique, c'était l'annonce d'une race nouvelle à venir, bon, etc., d'hommes mutants, etc. Bon, c'était un peu toujours la même théorie de l'éveil de l'esprit, l'éveil de la conscience. Ce premier groupe était assez informel. Il n'y avait pas de pratique dans ce groupe, à part ceux qui en meurent. Ça, c'est une pratique extrême. Mais après, on a formé un groupe qui s'appelait Les Témoins de Lucifer. C'était précis. C'était en 75, hein, tu vois, c'est pas 75. On est encore dans les années hippies. Elles sont encore un peu là, encore, tu vois. Le punk arrive à peine. Et les Témoins de Lucifer, c'était plus pour réhabiliter l'ancienne magie et lui rendre ses lettres de noblesse. En gros, Lucifer, c'est-à-dire Lucifer, le porteur de lumière, porteur de feu. Fils du feu, c'était ça aussi. C'est-à-dire l'ange rebelle, on revient en rock'n'roll, c'est l'ange rebelle. Le cuir aussi, on a toujours comparé, on parle de Vince Taylor comme un ange rebelle dans rock'n'roll. Pourquoi un ange rebelle? Lucifer. C'est quoi Lucifer? Il prend la connaissance de Dieu, des dieux ou des dieux comme tu veux. Il la vole, on va dire, il vole le feu, c'est un voleur de feu. Il l'apporte aux hommes, c'est un civilisateur en vérité. Donc, mais il est maudit par les dieux, bien sûr, par Dieu. Et cette vision de l'ange rebelle qui apporte aux hommes les clés de leur liberté, l'outil, en quelque sorte, des armes aussi, des secrets. Moi, c'était mon travail théorique et pratique à l'époque, c'est-à-dire comment entrer en connexion avec, s'ils existent, ces autres plans de réalité, où se situent des archanges, des démons aussi. Bon. Très tôt, j'ai eu conscience qu'il y avait d'autres plans parallèles autour de moi. Très tôt, c'est pas venu comme ça dans ces années-là. Tout gosse, j'étais. Moi, je suis né sur une source gallo-romaine à Roya, là où je suis né, au-dessus, et une source en dessous. Dans cette source, on a trouvé des ex-voto plus tard. Je suis né au-dessus. Elle appartenait au propriétaire de la maison. Il l'a commercialisée à l'échelle très locale, sur Spontex. Donc, toute ma jeunesse, on l'avait sur la table, cette bouteille de flotte que tu ne trouvais pas ailleurs. Hein. C'était vraiment très local à Roya, sur Spontex. Petit débit, la source gallo-romaine, ex-voto trouvé. Donc, ex-voto déposé pour la divinité qui est dans la source. J'ai fait des recherches plus tard, moi. Mais je suis né dessus, tu rigoles, j'ai fait des recherches là-dessus. Donc, j'ai toujours senti cette source au départ, et des visions que j'ai eues gamin, à la même époque, au même endroit, que j'étais appelé. Voilà, on le dit pas. Bon, j'ai toujours eu des appels, toute ma vie. Donc, ou on répond aux appels, et j'ai tenté de le faire, ou parfois on baisse les bras, ce qui m'arrive souvent maintenant, et on est lâche, on n'écoute plus l'appel. On sait qu'on
On fait un bout de chemin, puis après marche arrière, bah, ça me gonfle, tu vois. Mais, comment dire, à cette époque, j'avais plus... il y avait le besoin de se confronter. Bon, il faut dire aussi que ma mère est morte accident de bagnole, ma mère et ma soeur. J'étais dans la voiture en 64, à la fin des années rock. J'ai pris sa place alors qu'elle ne devait pas être à la mienne, elle meurt à la mienne, quoi, dans la voiture. Donc, et quand ma mère est morte, c'était mieux, la bagnole s'écrase dans le ravin, bon, elle est 7 mètres en bas, bon, basta. Moi, je suis devant, donc je suis pas mort. Je me retrouve blessé à l'épaule, mais ça, je le saurai plus tard, je ne savais même pas, tu vois, sans chaussures. Ma sœur devant qui pleure, petite sœur, mon père coincé par le volant, à l'arrière écrasé, derrière la bagnole, derrière. Moi, je sors, il y a déjà des gens qui sont arrêtés au-dessus, je vois les phares des bagnoles. Je monte en chaussettes, sans avoir mal aux pieds, pour savoir, bon, j'ai de la nature. Je n'ai même pas un caillou qui m'a blessé le pied, je suis en chaussettes. Tu vois pas tout ça. En gros, je vais chercher des secours avec des gens qui sont déjà arrêtés. Quand on ramène les corps à l'hôpital de ma mère et de ma soeur mortes, je ne sais pas encore qu'elles sont mortes, mais je les vois là sur le... Alors, à l'hôpital, ils rentrent les corps, et moi j'arrive à l'hôpital avec mes deux pieds. Les internes me font signe, il y avait des badauds aussi, de sortir avec les badauds. En gros, j'avais la gueule d'un badaud, tu vois, de quelqu'un extérieur. Attendez, après ils ont compris, parce que, évidemment ils m'ont fait rentrer. Et j'ai eu ma mère et ma soeur, donc couleur du jade, sur le sol, quoi, morte, cyanosée, on va dire, tu vois, la couleur du corps, sur le carrelage. Et l'enterrement, alors ce jour-là, l'enterrement de ma mère après, et j'ai pas versé une seule larme. Pas une larme, pas une larme, pas une larme. Et quand j'y pense, ma mère est importante, bien sûr, je ne suis pas psychologique, mais j'ai devant moi un truc fort, la mort. Parce que tu n'es jamais confronté, c'est la mort des autres. Là, putain, on a échangé les places, c'était moi. C'était obligatoirement moi en plus. On me sauve. Pourquoi on me sauve? Je ne sais rien, je ne sais pas. Mais la mort, comme énigme. Et depuis ce jour-là, et même avant, dans l'inconscient romantique, mais là c'était concret, c'est la clé. Comment vaincre la mort, comment passer le passage, est-ce qu'il y a d'autres choses? Voilà, ça m'a toujours hanté, ça. Et là, c'était quand même relié à une émotion forte, il y a eu une disparition, de deux disparitions. Il y a eu une de ma soeur et de ma mère, les deux. Ma soeur avait 16 ans, moi 18, et ma mère 30. Ma mère est morte, elle était plus jeune que moi aujourd'hui. Je suis plus vieux que ma mère. C'est génial, la relativité du temps. Donc c'est le point de départ par rapport à la magie, à l'ésotérisme, c'est tout. Les livres lus adolescents, j'avais lu le Dracula de Bram Stoker, le Dracula qui m'avait fasciné, les films de la Hammer qui m'envoûtaient, j'avais peur. Mais, donc ça veut dire que les films marchaient, il y avait un vrai climat. Enfin, peut-être qu'il y avait l'âge de gloire, ce climat-là aussi, je ne sais pas. Maintenant, les films de la Hammer ne me terrifient pas de la même manière. Mes gamins, je traînais des hantises longtemps autour de moi, des hantises fortes. Je voyais une tête, on passait sous un pont en bas de chez moi, où il y a la source, quand j'étais petit. Hein. Et avec mes copains, on jouait au sarbacane, bon, il y avait une rivière en dessous. Et je voyais une tête dans le pont, dans le pilier du pont, mais j'en parlais à personne. J'avais l'impression que c'était moi qui la voyais d'abord. Une tête gravée dedans, enfin une tête qui apparaissait, tu vois, dans le pilier du pont. Ça, j'ai eu des peurs, comme ça, des hantises, donc ces visions gamins au-dessus des sources, la nuit, une nuit donc de fièvre, produit une maladie, j'en sais rien, je ne me souviens pas, en tout cas je suis en pleine, je suis habillé en tout cas. Je vois, j'ai un diable noir qui saute devant mes yeux, tu vois, un petit diable noir, comme ça, qui papillonne devant mes yeux, qui me terrifie. Je suis assis dans mon lit, hein. Je suis assis dans mon lit. Je me mets dans l'oreiller, et il est encore dans l'oreille. Tu ne peux pas le fuir, tu vois. À un moment donné, je me retourne, et je vois une espèce d'homme près de mon lit, un peu préhistorique, antédéluvien, tu vois. Et d'un coup, il se transforme en quoi? Un bocal, avec un anneau à l'intérieur. Comment que j'oublie des visions quand j'avais tout gosse, quand je me rappelle encore intensément, tu vois. Après, j'ai cherché le pourquoi, l'anneau, tout ça, plein de choses. Qu'est-ce qu'on veut me dire, cette source, plein de choses, pourquoi. Donc, moi, je pense depuis toujours, consciemment maintenant, j'ai une quête. Voilà, j'ai une quête, c'est simple à dire. C'est une quête. Je ne dis pas quête moi, on peut tous répondre à des appels. J'ai une quête particulière et personnelle, voilà, qui a traversé des tas de choses différentes, les mythologies celtiques, à cause de la source, le rock'n'roll urbain, le rebelle, les drogues, tout ça. Une quête qui est une quête de l'ancienne sauvagerie, quelque part, des anciens clans. Dans le rock, il y avait ça aussi déjà, bien sûr. Côté pourquoi on fait des mariages de sang dans l'époque des blousons noirs? C'est mariages indiens, c'était les mariages des clans, ça d'avant. Le mariage de sang, c'est pas... Non, pas mariage de sang, entre un mec et nana.
entre mecs. C'est la fraternité du sang. On fait plus ça aujourd'hui, entre mecs, on va pas se faire un mariage de sang, tu vois, on se coupait, on se connaît, toi. Dans les gangs, on marchait comme ça à l'époque du rock. Instinctivement, ces mecs, c'était basique, mecs sympathiques, mais ils s'en foutaient. Mais ils sentaient bien d'instinct qu'il y avait un truc fort, quoi. Ils le faisaient pour ça. Même s'ils déconnaient en même temps en le faisant, c'était pas sérieux, grave, on faisait des cons en même temps, on délire en même temps. Donc il y a une quête à mener, moi je pense qu'il y a ça, personnellement, c'est-à-dire la clé, moi c'est mon truc aujourd'hui, qui se précise on va dire, la clé pour changer le monde, voilà. Il n'y a pas que deux mondes, pour moi il y a une pluralité de mondes. J'aimerais bien ouvrir une porte et passer avec mon corps, parce que sans mon corps je l'ai déjà fait, avec mon corps, changer de pièce. Ça existe, mais non, j'ai pas les recettes ni les clés, je vais peut-être crever sans avoir trouvé la clé, peut-être que c'est dans la mort qu'on la trouve, je ne sais pas la réponse à ça. Mais, et donc toute ma génération a foutu la merde dans le vieux système pour préparer, je pense à ça quand je vois Matrix, tu vois, pour préparer ceux qui vont venir, c'est-à-dire Rimbaud disait les horribles travailleurs dans le bon sens, c'est-à-dire des mutants. Nous on est encore les deux, alors on souffre. On a un côté mutant, et puis en même temps, on est dans le social, dans l'école, on est plombé. Plus tard, il y aura peut-être une civilisation, une génération, je ne sais pas, de gens qui vivront comme on l'a vu dans certains films de science-fiction. C'est pas de la science-fiction, c'est réel, je pense aussi. On a des pouvoirs latents qu'on ne sait pas exploiter. Pas comment on en a la preuve que ces pouvoirs existent. Mais il y a la déglingue en même temps qui va avec, le corps ne suit pas, le temps passe vite, le temps passe trop vite. Je devais mener ma quête là actuellement, si je devais l'amener dans le bon sens, comme je dois la faire, elle passe par Brocéliande, obligatoirement. C'est très précis, je sais pourquoi, j'ai trop à expliquer, mais bon, c'est très précis. Ça veut dire qu'il y a un endroit dans Brocéliande précis, ce sont des falaises, je ne vais pas dire le nom, ce sont des falaises, il faut que j'aille là. Bon. Mais je ne vais pas y aller comme je faisais avant. C'est-à-dire, maintenant, avant j'allais à Stonehenge, dans les vieux lieux mégalithiques, même si je faisais un travail sur place, sans préparation. Dans la forêt de Brocéliande, pour aller dans ce lieu, je ne peux pas y aller comme ça. C'est-à-dire, allez, j'y vais demain. Je ne peux pas y aller demain. J'y vais demain, voilà, j'y suis, qu'est-ce que je fais maintenant? Non. Il faut qu'avant je vive au moins 10 jours maxi, c'est pas grand-chose 10 jours, hein, dans la forêt, sans m'occuper des falaises là-haut, à la manière primitive ancienne, pour avoir un nouveau regard, pour sentir autrement. Et pris autrement, pas là-bas. C'est-à-dire, avec pas de tente, avec un abri rudimentaire, tu vois, faire du feu, mettre à l'écoute des brindilles, des insectes, sentir autrement, comme les anciens, de façon chamanique, sentaient avant. Après 10 jours de ce boulot comme ça, si j'arrive à faire ça, je veux dire, après j'ai à monter le fil de ruisseau pour monter, je suis dans un état d'esprit et d'être vachement différent. Et à mon avis, c'est ça la clé qui va toujours manquer, personnellement, pour avoir la réponse. C'est une vraie préparation avant de faire, moi je parle au dépend, avant de faire une opération. Une préparation qui change ton regard sur ta sensibilité, quoi.